amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Depuis la dernière visite de son nouveau siège en chantier par le bureau de l'Assemblée nationale, des interrogations ont émergé concernant son taux d'exécution. De même, le coût de réalisation de certains chantiers en cours dans le pays suscite des réactions diverses dans l'opinion publique, accusant les travaux du gouvernement Talon d'être exorbitants. C'est pour éclairer la lanterne des citoyens que le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie Jacques Ayadji a organisé une conférence de presse à la coupole du ministère des Affaires étrangères ce mardi 3 juin 2025. Contrairement à l'ancien régime, nous n'avons pas attribué tous les marchés au même moment, en versant de l'avance de démarrage à tout le monde et en continuant le projet à sa perte comme ça a été fait. Nous avons eu une approche différente. Exécuter le projet phase par phase. La première phase a été la phase de la construction de gros œuvres. Et c'est ce point qui avait été fait en 2023. Et les gros œuvres sont finis avec l'entreprise CSCE pour un montant de 27 milliards de francs CFA. Le second œuvre qui a été confié à une autre entreprise qu'on appelle Jet Contractor pour un montant de 29 milliards est en cours. Et c'est ce projet qui a affiché les taux derniers qui ont été malencontreusement rapportés au taux relatif au lot de grosses œuvres pour créer cette polémique-là. Ce projet de l'Assemblée nationale n'a pas coûté 78 milliards, même si le coût d'objectif est cela. Aujourd'hui, jusqu'à date, le montant engagé est de 59 milliards de francs CFA. Et il ne reste que le mobilier, la sonorisation, l'éclairage qui fera l'objet d'un autre marché. Lors de son allocution, le conférencier est revenu sur plusieurs points clés. Il a notamment abordé la question de l'exportation illégale de certains produits vivriers par la frontière bénino-nigériane, expliquant la politique de contre-mobilité mise en place pour réguler le commerce transfrontalier informel et réaffirmant la compétence régalienne de l'État dans la délimitation aux frontières. Il a également abordé la passation des marchés publics, défendant le recours aux ententes directes encadrées pour gagner du temps. Sur les pistes frontalières non autorisées, nous avons jugé bon de déconstruire l'information selon laquelle c'est les populations qui sont habilitées à connecter notre pays aux pays voisins. Ce n'est pas le cas. C'est l'État qui décide des frontières, par décret. Et le décret encore en vigueur date de 2001. Toutes les pistes qui sont utilisées frauduleusement pour rallier les pays voisins sont fermées. Parce que pour ouvrir une frontière, il y a des conditions à faire. Il y a la police, il y a la douane pour des mesures de sécurité, notre pays puisse contrôler les entrées et les sorties. C'est vrai que les gens insinuent que c'est à cause du soja, de nos produits vivriers, que ces infrastructures de contre-mobilité sont mises en place. Je ne peux pas nier que parce qu'il y a une interdiction d'exportation et le député qui parle, le monsieur qui parle même a reconnu cela. Le gouvernement a expérimenté les deux. L'appel d'offres ouvert et les ententes directes. Les appels d'offres ouverts sont chronophages. Vous pouvez démarrer une procédure et c'est des années après que vous retenez l'entreprise. Et ce n'est même pas sûr que les entreprises que vous retenez soient des entreprises performantes. J'ai fait le zoom sur certains chantiers dont les attributaires ont été retenus par appel d'offres, mais qui au lieu de 18 mois sont à 4 ans et on ne sait pas encore quand est-ce que ça va finir. Le gouvernement fait l'option donc des ententes directes pour aller vite, parce que si il doit passer plus de 3 ans pour conclure un marché, je ne sais pas si tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en termes d'infrastructures routières, on pourrait réussir à le faire. Donc on a fait cette option d'entente directe,
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'adresse qu'à une seule personne. On challenge plusieurs entreprises en capacité de faire le travail et on prend la meilleure parmi eux. C'est ce que nous faisons. Et ce n'est pas parce qu'on passe un marché par un temps direct que le marché est forcément cher. Parce que ceux qui passent ces marchés-là, ils ont des coûts d'objectifs et ils évaluent les entreprises par rapport à ces coûts d'objectifs-là. J'ai sorti les coûts au kilomètre parce qu'il est dit que bon, notre pays fait le kilomètre de route à 6 milliards de francs CFA. J'ai d'abord expliqué que le coût au kilomètre n'est pas une donnée pertinente et j'ai quand même également sorti un échantillon de projets au nombre de 38 dont ensemble nous avons constaté que les 6 milliards dont on parle là, je ne sais pas où ça se trouve. C'est eu l'occasion pour montrer également la structure des chaussées telles que nous les faisons, pour montrer pourquoi ce qui est de qualité doit quand même avoir le coût conséquent. Ayadi a tenu à démonter la polémique autour des 1200 milliards laissés par le régime de l'ancien président Boni Yayi pour la réalisation des routes. Il a affirmé qu'aucun montant n'avait été disponible et que les entreprises chargées de trouver des financements sur les marchés internationaux n'avaient pas obtenu la garantie souveraine nécessaire de l'État pour activer ces fonds. C'est dit partout que bon, le gouvernement de fait a laissé 1200 milliards que les gens utilisent. Et ce qui est gênant dans ces affaires, c'est que ces dirigeants-là entendent, écoutent ces trucs, mais ne disent rien. Sinon, il n'y a pas de 1200 milliards laissés par un ancien régime. Non, j'ai longuement expliqué que c'est un processus qui est lancé. L'État béninois à l'époque a dit qu'il veut faire des routes, mais qu'il n'a pas les moyens par lui-même pour faire ces routes-là, et a missionné certaines entreprises pour aller sur le marché financier, prendre en leur nom un financement pour construire la route, pour que par la suite l'État béninois les rembourse. Mais il y a un document important que l'État doit mettre à la disposition de ces entreprises-là pour leur permettre d'aller mobiliser ces ressources sur le marché financier. Ce document s'appelle la garantie souveraine de substitution. Mais cette substitution ne se fait qu'à la réception de l'ouvrage. Vous passez l'argent par vous-même pour venir faire une route. Vous êtes responsable de ce prêt-là jusqu'à ce que vous finissez la route. Si pour une raison ou une autre, vous n'arrivez jamais à finir la route, l'État ne sera responsable d'aucun prêt. Mais lorsque vous finissez, l'État vient réceptionner la route, vous appelez en ce moment la garantie souveraine. À l'époque, le ministre des Finances n'a pas voulu, parce que je dis n'a pas voulu, parce que moi j'étais là, j'ai suivi, n'a pas voulu remettre la garantie de substitution pour permettre aux entreprises d'aller chercher l'argent. Donc, de perte de temps en perte de temps, l'ancien régime est parti et le nouveau régime est arrivé. Et le premier dossier qu'ils doivent régler, c'est de donner ces garanties de substitution aux entreprises. Donc, en résumé, il n'y a pas eu de 1200 milliards laissés par un régime que quelqu'un a utilisé. Puisque même le régime, en lançant le processus, avait dit « je n'ai pas l'argent, aidez-moi à aller mobiliser l'argent. Moi, je vais vous donner une garantie pour cela. » Mais la garantie n'a pas été donnée. Cet argent n'a jamais été mobilisé. Enfin, il est important de noter que le coût des infrastructures, notamment routières, diffère considérablement selon les conditions du sol, la zone de leur exécution et bien d'autres facteurs. Il est donc erroné de donner un montant exact au kilomètre, une notion que le ministre a dénoncée comme non pertinente.